Bonjour à toutes et à tous. Je reviens avec le cours de gestion des ressources humaines pour la deuxième partie. Pour rappel, nous avons précédemment vu les différentes définitions des concepts clés qu'on utilise dans le cours de gestion des ressources humaines. J'espère que ces concepts vous ont servi à savoir davantage sur la gestion des ressources humaines en tant que science de gestion, mais aussi en tant que pratique professionnelle. Dans cette deuxième partie, nous allons voir le processus de recrutement et la gestion des dossiers du personnel. Alors, c'est le début, c'est le démarrage de toute, c'est le début, l'entrée d'une personne dans une entreprise. J'espère que la notion va vous être très intéressante. Ce module a pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de maîtriser les étapes du processus de recrutement à partir de la compréhension des différents enjeux de ce processus. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir identifier les éléments constitutifs du dossier du personnel en vue de sa gestion. Le recrutement et l'intégration. Pourquoi est-ce que le recrutement est parfois associé au mot intégration? C'est parce que souvent l'intégration devient la dernière étape du processus de recrutement. Il faut se poser une question cruciale de savoir comment dénicher, comment trouver, comment fidéliser, comment recruter, comment conserver finalement les profils les plus compétents qui font cruellement défaut. Autrement dit, comment est-ce que l'entreprise est faite pour trouver les personnes dont elle a besoin pour sa performance, pour sa pérennité? Voilà la question qu'il faut se poser avant d'entamer tout processus de recrutement qui se termine, qui se clôture par l'intégration. Le recrutement, c'est une mission de la fonction ressources humaines et c'est une mission qui est exercée par des experts administratifs du domaine. Et ce n'est pas que des experts administratifs, mais aussi des personnes qui ont la charge de recruter et qui ont le profil relatif. Et l'intégration devient aussi, et je l'ai dit, une dernière étape de ce processus parce que il faut devenir intégré, il faut s'intégrer dans la nouvelle entreprise, dans sa nouvelle mission en tant que nouvelle recrue. Et ça, donc, c'est la liaison entre le recrutement et l'intégration. Quel est le double objectif du recrutement? Le recrutement doit répondre à un besoin et ce besoin est parfois dû à l'embauche d'une personne pour l'adapter au poste et un profil qui est adapté au type de besoin et à la durée du besoin. Donc le premier objectif du recrutement, c'est de répondre à un besoin. On recrute parce qu'il y a un besoin qui se fait sentir au sein de l'entreprise et c'est pour cela qu'il faut essayer de combler. Et donc, combler ce vide, ce besoin, c'est passer par le recrutement. Deuxième objectif du recrutement, deuxième but du recrutement, c'est d'embaucher dans un but de compétitivité. Les entreprises embauchent pour répondre à une demande en augmentation. Cela peut être dû à la fluctuation au marché, au développement économique, à l'inflation, etc., etc. C'est donc répondre à une demande qui est en augmentation pour l'entreprise, les entreprises qui veulent se développer. Il y a aussi ce facteur-là d'accroissement des compétences du capital humain. Les entreprises veulent accroître le capital, leurs ressources humaines et donc ils peuvent recourir au recrutement. Ensuite, le recrutement se fait pour assurer l'équilibre de la pyramide des âges parce qu'il y a les personnes qui partent à la retraite, par exemple, il faut les remplacer. Et parce qu'il y a des personnes qui démissionnent, des personnes qui changent de fonction, des personnes qui partent de l'entreprise d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour maintenir l'équilibre au sein de l'entreprise, il faut recruter. Et finalement, on peut recruter pour améliorer le rapport coût-compétence parce que, par exemple, on a
un agent comptable qui a un diplôme de technicien A2, niveau secondaire, et on veut promouvoir ou bien améliorer le coût de compétences et recruter un comptable qui a une licence, qui a un diplôme de niveau licence ou un diplôme de niveau master et ou vice-versa. Et ça, donc, c'est des stratégies que les ressources humaines, les responsables des ressources humaines développent pour améliorer le rapport coût-compétences. Et quelles sont alors les étapes du recrutement? Il y en a plusieurs étapes. Nous, en tant que chercheurs, nous avons identifié 4 étapes. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes, tous les chercheurs qui s'intéressent au processus de recrutement vont nécessairement trouver 4 étapes, mais nous avons essayé de faire une synthèse pour les 4 étapes du recrutement. La première étape, c'est d'identifier les besoins. La deuxième étape, c'est de rechercher les compétences ou ce que les anglophones appellent le sourcing. Et troisième étape, c'est l'évaluation des candidats. Et la dernière étape, comme je l'ai tantôt dit, c'est l'intégration ou l'onboarding. Allons-y étape par étape et commençons par la première étape qui consiste à l'identification des besoins. Ici, il faut savoir que le processus de recrutement doit répondre à un besoin et le besoin peut être un besoin pour le développement. L'entreprise veut se développer. Le besoin peut être lié au remplacement. Donc, les départs à la retraite, les décès, les démissions, etc., etc., les changements de poste. Voilà les quelques remplacements qui peuvent se faire. Le besoin aussi peuvent être un besoin de remplacement stratégique. Et le remplacement stratégique, je peux donner l'exemple de vouloir changer le comptable d'un niveau A2, niveau secondaire, par le comptable niveau licence, diplôme de niveau maîtrise, etc. Ou vice-versa. Ça, c'est un remplacement stratégique. Cela dépend de la stratégie de l'entreprise. Une entreprise peut vouloir utiliser une main-d'œuvre moins chère, moins coûteuse. Et pour cela, elle va recourir à des personnes ayant des diplômes de niveau inférieur, etc., etc. Voilà les quelques raisons qui poussent les entreprises à un recrutement. Et donc, avec ces besoins qui sont identifiés, une fiche de poste doit être élaborée ou établie. Et ça, ça se voit à travers ces éléments. On voit que le poste, il y a l'intitulé du poste et il y a la fiche de fonction. C'est sur la base du besoin de l'entreprise parce que ce besoin-là doit être comblé par une personne qui a des compétences spécifiques et donc ces compétences spécifiques doivent être décrites dans la fiche de poste. Donc, pour vous dire que l'identification de besoin a un lien avec la description d'une fiche de poste et la description d'une fiche de poste va finalement nous informer sur ce que le candidat doit amener comme dossier. Et le dossier de candidature doit comprendre la première partie, c'est les informations personnelles du candidat qui va occuper le poste précédemment décrit dans la fiche de poste. Et la deuxième information, ce sont des données professionnelles du candidat. Et la troisième partie, ce sont des informations en rapport avec le candidat, mais qui ne sont pas personnelles ou professionnelles. Cela peut être des hobbies ou des activités extra-professionnelles. La deuxième étape consiste à donc rechercher les candidats, ce que les anglophones appellent le sourcing. Il s'agit de trouver les candidats en étudiant les solutions possibles. Et ces solutions possibles peuvent être liées. On peut recourir à des stagiaires ou des intérimaires parce que, par exemple, l'entreprise n'a pas assez d'argent pour pour passer au recrutement au poste comme CDD ou CDI. On peut recourir à la stratégie de recrutement en interne ou en externe, retrouver des candidats
au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise, ou bien on peut faire recours aux chasseurs de tête qui sont des personnes qui essaient d'identifier les profils dont l'entreprise a besoin et vont à la rencontre de ces personnes pour les aborder, pour négocier avec eux et essayer de les mobiliser au profit de l'entreprise. La recherche doit alors aboutir à la décision ou à la stratégie à adopter pour le recrutement. Et donc, l'une des décisions que l'on peut prendre, c'est de faire un appel d'offres ouvert à tout public pour le recrutement ou bien faire un appel restreint, et c'est-à-dire que l'information va être envoyée à un groupe restreint de candidats ou bien on peut faire le gré à gré, c'est la consultation entre individus. Donc le recruteur essaie d'identifier une personne cible qui pourrait être la future recrue, et donc ils essaient de négocier tête à tête. Voilà les décisions qui doivent être prises concernant la recherche des candidatures. La troisième étape, c'est de faire l'évaluation des candidats. Il suffit ici de rassembler tous les dossiers que l'entreprise a récupérés de la part des candidats qui ont postulé et de passer en amont, faire l'étude des dossiers qui ont été évalués, et en aval, ce sera le choix du candidat. Mais entre-temps, l'évaluation va viser la mise en place des moyens de recrutement. Par exemple, on peut mettre en place une commission de recrutement qui va étudier les candidats et les dossiers des candidatures, quitte à aboutir au choix des candidats. Et cette commission peut sélectionner les candidats, proposer des tests d'embauche, réaliser des entretiens de recrutement, des entretiens d'embauche, mais aussi proposer une décision d'embauche, que ce soit au niveau des contrats, les lettres d'embauche, etc., etc. Et la quatrième et dernière étape du processus de recrutement, c'est ce que nous avons appelé l'intégration ou onboarding. Ici, il s'agit d'intégrer la nouvelle personne qui a été recrutée dans le groupe. Et ça, il suffit de présenter la personne à ses collègues, ses nouveaux collègues, et ils vont se présenter, vont faire une prise de contact. Il faut ensuite passer à l'explication de la nouvelle personne, ce qu'il doit faire par rapport au résultat attendu. Donc ici, il faut lui présenter sa fiche de poste, et la fiche de poste présente des liens fonctionnels au sein de l'organisation, ses supérieurs hiérarchiques, ses subalternes, les missions, les objectifs attendus, etc. Et tout cela doit se faire dans un processus qui vise à faciliter son intégration au sein de l'équipe, à développer son niveau d'expertise, mais aussi à lui faire prendre conscience de l'utilité de son travail au sein de l'entreprise. Et enfin, l'objectif de l'intégration, c'est de pouvoir développer le sentiment d'appartenance de la nouvelle personne qui a été recrutée. Voilà en bref l'intégration, à quoi vise l'intégration, qui est la dernière étape du recrutement. Mais il faut faire attention surtout parce qu'un candidat qui n'a pas été intégré au sein d'une entreprise constitue un échec du processus de recrutement, parce qu'il peut partir d'un moment à l'autre. Voilà, le premier objectif, c'était de maîtriser le processus de recrutement. Et le deuxième objectif, c'est de gérer les dossiers du personnel, les dossiers des salariés. Comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut d'abord comprendre que les dossiers du personnel sont constitués par un ensemble d'informations qui concernent le personnel et qui doivent être gérées par l'employeur. Il s'agit des données souvent sensibles, qui ne doivent pas être exposées, des données confidentielles soumises à une certaine réglementation précise. Et là, c'est très important pour la gestion des dossiers. Il ne faut pas que les dossiers soient exposés à n'importe comment, n'importe qui, ou n'importe
et donc c'est des données auxquelles le salarié doit avoir accès parce que ça lui concerne, y compris même après son départ de l'entreprise. Voilà, ça c'est le dossier du salarié. Et la loi réglemente la gestion administrative et la protection des données à caractère personnel. Et donc, les gestionnaires des dossiers des salariés doivent le comprendre, essayer de garder une certaine confidentialité dans la gestion de ces dossiers. Quel est alors le contenu du dossier du salarié? Nous avons d'abord le dossier de recrutement. Le dossier de recrutement, c'est le dossier de candidature que la nouvelle personne qui a été recrutée a amené à déposer au sein de l'entreprise et qui a été évalué avant la sélection de ce candidat. Le deuxième, le deuxième contenu, ce sont des éléments que le salarié obtient durant le déroulement de sa carrière. Cela peut être une lettre d'embauche, un contrat de travail qu'il a signé, et les bulletins de paie, les bulletins de notation, les certificats de congé, les attestations de promotion, etc., etc. C'est cet ensemble d'éléments, de documents que le salarié obtient après avoir, au cours de sa carrière. Et le troisième contenu est composé par des éléments qui sont inclus dans le dossier après le départ du salarié. Et cela, on peut donner comme exemple la lettre de démission plutôt, les attestations de fin de carrière, l'attestation de décès, le dossier de retraite, la démission, etc., etc. Voilà à quoi est composé le dossier du salarié au sein de l'entreprise. Et donc, en parlant, en donnant des exemples, on peut montrer le contenu de chacun de ces éléments de dossier. Nous avons parlé du dossier de recrutement qui comprend des informations personnelles, des informations professionnelles. Les informations personnelles, c'est l'identité du candidat, tandis que les informations professionnelles concernent surtout l'expérience, le niveau de formation, diplôme, contrat, etc. Tandis que les informations extra-professionnelles, ce que les anglophones appellent les hobbies, ce sont les différentes activités extra-professionnelles que le salarié juge nécessaires pour son développement au sein de l'entreprise. Tandis que les éléments obtenus au cours de la carrière, cela peut être des bulletins de notation, etc., les notifications qui ont été données aux salariés, etc. Et le troisième est donc lot d'éléments qui contiennent le dossier du salarié sont des éléments obtenus après la carrière et ça c'est on en a déjà donné on a donné des exemples des éléments de retraite, de révocation, de démission, fin de carrière, etc., etc. Avant de terminer, je vais proposer 8 conseils pour une bonne gestion des dossiers du personnel. Premièrement, il faut recenser les documents. Ça, c'est une obligation. C'est une obligation de recenser tous les éléments qui doivent être mis dans le dossier du personnel. Et parce qu'il faut les gérer, parce que c'est important pour la gestion du salarié, il faut les rendre disponibles, les recenser et les rendre disponibles au sein du service en charge de la gestion du dossier du personnel. Deuxième conseil, c'est de déterminer leur durée de conservation. Par exemple, le dossier du salarié doit être conservé pendant combien de temps? Il faut suivre la législation de chaque pays. Par exemple, on peut dire que après 25 ans, un dossier du personnel peut être détruit. Après 10 ans, donc c'est la loi qui détermine cette durée de conservation. Troisième conseil, c'est de définir les règles d'indexation pour se retrouver facilement. Parce que l'entreprise évolue et parce que l'entreprise peut avoir plusieurs personnels et donc il faut essayer de trouver une bonne manière de se retrouver facilement dans la gestion du dossier des salariés. Il y a des logiciels qui facilitent cela et donc la personne chargée de gestion du dossier peut essayer de définir certaines règles pour l'indexation des dossiers des salariés au sein de à travers l'utilisation de ces logiciels. Quatrième conseil, c'est de préparer les archives et de séparer donc les dossiers des personnes qui sont actives de ceux qui sont déjà
parties qui ne sont plus dans l'entreprise. Cinquième conseil, c'est de formaliser les procédures d'archivage pour pouvoir pérenniser la procédure d'archivage des dossiers des salariés. Sixième conseil, c'est le dossier qui doit être mis sous le format papier et ou électronique parce que il faut une conservation quelque part, que ce soit le format papier ou le format électronique. L'important, c'est de pouvoir mettre à jour le dossier chaque fois que de besoin. Donc, compléter, intégrer de nouvelles informations ou retirer des informations qui ne sont plus nécessaires ou trier les informations dont on a besoin au sein du dossier du personnel. Donc, le dossier doit être conservé sous un format avec des règles d'indexation pour pouvoir se retrouver facilement. Septième conseil, c'est de réserver du temps au rangement ainsi qu'à l'archivage des dossiers du personnel. Puisque les dossiers du personnel doivent être mis à jour, il y a des éléments que l'on ajoute, il y a des éléments dont on a besoin pour la gestion quotidienne. Donc, il faut réserver un peu de temps pour le rangement régulier et l'archivage donc de ces dossiers du personnel. Dernier conseil, c'est de passer à l'informatisation des dossiers du personnel parce que cela constitue une véritable libération du temps. Donc, il faut songer à l'informatisation. Et donc, enfin, la gestion des dossiers du personnel exige une bonne méthodologie, mais également une bonne connaissance de la réglementation en vigueur. Et en résumé, qu'est-ce qu'on aura vu dans ce module? On a vu que donc la leçon nous a permis de maîtriser les étapes du processus de recrutement et nous avons identifié les différentes composantes des dossiers du personnel pour sa bonne gestion. Et nous allons donc la leçon suivante sera liée à la gestion du personnel et de la paye pour le personnel parce qu'on a déjà recruté une personne, il faut gérer sa paye. Mais en attendant, bonne